Écoutez, allons-y pour cette dernière table ronde du deuxième jour du Salon SIDO à Lyon. Jean-Éric Michalet, je suis le délégué général du pôle de compétitivité Minalogique et je suis ravi aujourd'hui de présenter cette plateforme, cette table ronde sur la continuité numérique. Donc un vaste sujet que nos trois intervenants vont nous parler. Et donc je vais donner la parole tout de suite à Steve Arlo, qui est business developer chez Synergies, qui va nous parler de continuité technologique. On a, en préparant cette table ronde, décrit trois types de continuité: la continuité technologique, la continuité informatique et puis la continuité des processus au sein de l'entreprise. Donc je passe tout de suite la parole à Steve pour nous parler de continuité technologique. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je représente donc la société Synergies. Pour ceux qui ne connaissent pas Synergies, nous sommes partenaires Gold de Microsoft sur la technologie Mixed Reality, spécialiste donc de la réalité mixte. Qu'est-ce que c'est que la réalité mixte? C'est tout simplement la superposition d'éléments numériques, que ce soit des hologrammes 3D ou des informations type informations captées par des capteurs IoT, qu'on va recontextualiser. C'est vraiment là-dessus que je vais me focaliser tout de suite, sur un exemple de cas concret de rapatriement d'informations captées sur un équipement industriel, traitées par des données. Mes voisins vous expliqueront ce qu'eux font sur cette chaîne. Mais nous, ce qu'on permet de faire, c'est de reprendre ces données et de les recontextualiser pour l'opérateur qui est sur site. Donc je vais tout de suite lancer la vidéo, ça va être beaucoup plus parlant. Ce que vous voyez ici, donc, c'est un équipement industriel, un four à hydrogène, tout simplement, avec, dans lequel il y a eu une captation de données. Et ces données ont été traitées, modélisées dans un logiciel. Ici, un opérateur a donc une alerte sur un système. Il veut aller vérifier sur place qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il peut faire. Tout simplement, il prend son équipement de réalité mixte. Donc, on voit ici l'HoloCase, donc un matériel que Synergies a conçu autour du casque HoloLens de Microsoft. Il va s'équiper de ce casque et il va lancer un applicatif depuis la surface tablette qui est aussi présente dans l'HoloCase. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement visualiser, contextualiser la donnée qui a été extraite. De différentes façons, il va pouvoir retrouver cette information, la traiter, faire des annotations et ensuite pouvoir collaborer avec l'un de ses collègues, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Et évidemment, retrouver aussi cette information hors contexte pour pouvoir retravailler dessus. Donc, il a accès à différentes fonctionnalités. Là, c'est une application que nous avons développée pour NJ Lab Crigen. Et on voit donc tout de suite cette représentation des données dans l'environnement. Donc, pourquoi ça s'inscrit dans la continuité numérique? C'est que justement, cette continuité, elle part justement de capteurs IoT. Donc, ABB ici présent vous parlera plus de cette partie-là. Elle a été ici modélisée dans un logiciel, mais pour l'opérateur qui est sur le terrain, elle est difficilement compréhensible depuis un PC, depuis un bureau. Or là, justement, on rend l'information plus accessible à l'opérateur qui confronte donc cette donnée numérique avec son équipement réel. Comme je le disais tout à l'heure, on est aussi capable de faire de la collaboration. Donc là, les deux personnes qui sont équipées de ce casque HoloLens vont retrouver les mêmes informations et pouvoir travailler ensemble, collaborer et échanger sur la problématique rencontrée. Donc ils ont la possibilité de faire des coupes, par exemple, pour retrouver donc à un endroit précis, ici, une température, et de pouvoir faire des annotations qui vont ensuite pouvoir retravailler. Donc il y a beaucoup de données dans l'entreprise et l'entreprise 4.0, depuis la captation, ensuite dans le traitement, que ce soit des différents logiciels utilisés, des ERP, des systèmes de CFD comme on a ici. Mais finalement, cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle est facilement exploitable et exploitable par qui? Et vraiment, là, c'est rendre finalement le pouvoir à l'opérateur en lui rendant plus accessible cette donnée qui est trop souvent restée dans les mains des gens de bureau. Voilà pour ma partie.
Bonjour. Alors, juste pour intervenir, donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les 3 personnes les unes derrière les autres. Et puis après, il nous restera à peu près un quart d'heure pour prendre les questions et pour entamer la discussion. Voilà. Bonjour, je m'appelle Thibaut Sellier. Je suis directeur exécutif chez Viséo. Alors, très rapidement, Viséo, c'est une société où nous aidons des entreprises à se transformer, muter grâce à ces formidables technologies numériques qui nous entourent. Donc on aide des clients, on aide nos clients à imaginer, concevoir, construire à l'échelle des plateformes, des services et produits numériques, aussi bien pour leurs clients que pour leurs collaborateurs. Donc on est à la fois sur la digitalisation des processus métiers, mais également sur les produits et services numériques à destination des clients de nos clients. Et pour ce faire, on s'appuie aussi bien sur des grosses solutions d'éditeurs allemands ou américains comme nos amis d'SAP, Salesforce, ou PTC ThingWorks d'ailleurs dans le monde plus industriel, mais on peut aussi s'appuyer sur des briques, on a plein d'amis en fait, de Microsoft par exemple, des briques PaaS pour construire des assets digitaux plus originaux ou plus inédits. Voilà. Donc on cultive à la fois une culture d'intégrateur et une culture de doer from scratch, ce qui est assez intéressant. Voilà, on est à la fois connecté à des bons vieux legacy coincés dans les entreprises et une capacité à construire des assets un peu plus originaux, en agilité, de manière assez rapide. Pour terminer juste sur Viséo, on est 2200 en tout. C'est une boîte française qui a 20 ans. Une très belle histoire entrepreneuriale française. Je peux en rajouter des tonnes. On est présent en France et aussi dans d'autres pays dans le monde, en Asie, en Espagne, un petit peu aux US. Particulièrement, on est également présent donc à Paris, mais à Lyon, Grenoble, où à Grenoble, on est notamment spécialisé dans la partie industrielle. On porte une offre Smart Factory et on travaille sur plein de sujets de projets d'IoT depuis de nombreuses années. J'ai fini l'autopromo. Donc, la continuité numérique, alors j'ai un petit peu travaillé avant parce que dans le monde numérique, il y a beaucoup de concepts un peu fumeux comme ça qui arrivent tous les 5 ans. Il y a beaucoup de créativité là-dedans. Alors, ma compréhension, alors c'est souvent comme ça, en fait, on en fait sans le savoir, hein, comme de la prose et Monsieur Jourdain. Moi, ce que je comprends de la continuité numérique, c'est que ça porte une vision toujours un peu utopique de cette entreprise organique, presque vivante, qui est capable de s'adapter de manière continue à la fois à son environnement et à ses clients. C'est un peu la promesse ultime de l'industrie 4.0, c'est de pouvoir piloter les capacités de production, de manufacturing, de façon extrêmement réactive et s'adapter à la demande du client grâce à ces technos numériques qui permettent d'accélérer. Alors on en parle beaucoup plus en ce moment parce qu'on sent bien que le contexte technologique évolue. Alors on nous dit ça tous les ans, mais là vraiment on sent bien qu'il y a 4 grosses tendances techno qui sont en train d'arriver à maturité. Donc d'une part bien sûr les techno cloud et les derniers mois d'ailleurs nous ont largement abreuvé de cette accélération du cloud, donc avec la mise à disposition de ressources, de storage, de stockage, de puissance de calcul, mais également de connectivité à l'échelle dans ces data centers gérés par aussi bien Microsoft, AWS ou Google notamment, mais également Alibaba en Chine. L'IA et l'analytics, où on sent aussi qu'on a passé un cap, même si les exemples à l'échelle sont encore, se comptent encore quand même sur les doigts d'une main. Les interfaces naturelles dont parlait à l'instant Steve, donc à la fois les réalités mixtes, mais également les interfaces tactiles largement très mûres, mais également les interfaces conversationnelles, qu'elles soient textuelles ou vocales. Et puis toutes ces technos qui font lien entre le physique et le digital, comme l'impression 3D, l'IoT avec les capteurs aussi, on est arrivé à un certain niveau de maturité. Donc on voit ces 4 clusters techno qui arrivent à un moment à des niveaux de maturité assez importants. Les coûts ont extrêmement baissé. On n'est plus comme il y a une petite dizaine d'années où on commençait à parler de l'IoT, mais on avait encore des problèmes de conso électrique sur les capteurs, de coût des capteurs. Là, on sent bien qu'on va pouvoir commencer à connecter tout le shop floor et pouvoir créer cette sorte de soft. Pour moi, la continuité numérique, c'est l'usine, l'entreprise industrielle qui devient une sorte de soft très cohérente en réel, connectée à ses clients et extrêmement réactif. Bon, c'est un peu conceptuel comme vue des choses, mais ça permet, c'est des visions qui permettent de parler le même langage finalement. Et finalement, on sent que c'est la prolongation de ce que nous promettait l'IoT, c'est-à-dire des systèmes autonomes non supervisés, hein,
c'est pouvoir. Cette continuité numérique, c'est une sorte de plateforme collaborative qui va permettre de faire travailler plein de métiers différents de l'entreprise sur une même description numérique d'un produit et des process de l'entreprise. Voilà. Il y a un peu la promesse aussi de pouvoir faire travailler ensemble et d'hybrider toutes les fonctions d'une entreprise industrielle. Je m'arrête là. Tout ça pour dire que, certes, c'est une vision utopique un peu dans la tête. Alors nous, dans les faits, on n'a jamais réussi à construire ça aujourd'hui chez un client. Mais on y tend, mais plutôt d'étape par étape, en construisant d'abord, en essayant de connecter de manière très humble et concrète des machines du shop floor au cloud pour rendre visibles des choses qui étaient invisibles jusqu'alors, créer des indicateurs temps réel. Alors, on y va petit à petit. On commence souvent petit, parce qu'on sent quand même toutes ces visions un peu d'industrie 4.0, ça a souvent tendance un peu à crisper tout le monde. Donc on commence petit pour itérer, on commence par rendre visible, pouvoir travailler le monitoring des robots et évoluer vers du prédictif et bien sûr des systèmes autonomes. Voilà. Et donc, juste pour terminer, nous, un exemple récent pour une entreprise qui n'est pas très loin d'ici, qu'on accompagne dans sa trajectoire vers l'industrie 4.0, on a travaillé sur les AGV, c'est ces sortes de transpalettes autonomes qu'on voit dans les usines qui permettent de bouger des choses d'un point A à un point B. Donc on est en train de travailler sur comment on va... finalement, ces AGV, c'est des merveilles technologiques, mais qui sont guidées par des lasers, mais qui ont une intelligence très très locale, en fait. Il y a un opérateur qui lui donne des ordres pour aller d'un point A à un point B pour récupérer des palettes. Et là, on travaille sur la manière d'intégrer ces AGV au processus industriel de l'entreprise. Et donc, et c'est là tout notre rôle d'intégrateur. Et nous, on est très contents de ces histoires d'industrie 4.0 parce que plus il y a des écosystèmes applicatifs hétérogènes, plus on sera content parce qu'il faut brancher tout ça pour que tout ça soit cohérent. Donc là, on travaille à intégrer le soft des AGV. On travaille également avec PTC là-dessus et Microsoft. Et l'intégrer avec le MES et leur système SAP pour que l'AGV soit vraiment fasse partie d'un processus métier et qu'on automatise beaucoup plus les choses et on crée un système de système. Et finalement, on va irriguer, alors j'aime beaucoup ces images humaines et organiques, mais on va irriguer, l'AGV devient une partie prenante du cœur de l'entreprise et ça prend tout son sens. Voilà, en gros, j'ai terminé. Merci beaucoup à Visio pour cette présentation et aussi à Synergies. Pour ma part, donc, je vais d'abord vous présenter le groupe ABB. Donc, je m'appelle Alexandre Goncalves et je suis responsable digital sur l'ensemble de nos solutions, plus côté process. Donc, sur la continuité numérique, mes collègues vous ont parlé beaucoup de la partie IT. Pour ma part, ce sera sur le process dans son ensemble. Le groupe ABB existe depuis plus d'une centaine d'années entre l'énergie et l'automation, répartis entre 4 business areas. La première qui va être électrification sur l'ensemble des équipements donc, connectés, que ce soit les tableaux électriques, bornes de recharge. On va avoir la deuxième business area qui, elle, va être la partie motion. On va avoir donc, tout ce qui est variateur de vitesse, moteur, les domaines en général où on nous connaît bien sur la partie opérationnelle technologie. La partie robotique. On est très présent aussi avec la gestion des AGV et divers partenariats qui ont été signés entre ABB et des fournisseurs de solutions AGV. Et la dernière business area qui elle va être process automation. Chez process automation, on va parler donc notamment d'automatisme, système de contrôle commande process, mais aussi de solutions digitales qui vont embarquer au final chacune de ces divisions dans tout ce qui est analyse, gestion de la donnée, collecte et traitement. Le traitement, de même que mes collègues, on est partenaire aussi avec Microsoft depuis plus d'une dizaine d'années. Et on a développé donc la solution ABB Ability qui va recenser au final 220 produits digitaux. Alors quand j'entends produits digitaux, ça va être à la fois les produits un peu statiques ou rotatifs, tels que les analyseurs, moteurs, pompes, qui vont être connectés ou connectables. Mais également la partie process, ainsi que l'ensemble des solutions logicielles. Donc ABB est aussi éditeur de logiciels, peu de gens le savent, mais dans l'édition de logiciels, on apporte tout ce qui est outils d'aide à la décision. Et c'est là où on va séparer le process control des outils logiciels pour faire de l'asset management, de la gestion de la maintenance. Donc on va se baser sur 3 grands faits: la maintenance, la partie gestion d'énergie. On est en capacité de prendre production et consommation, faire du temps réel, mais également du trading d'énergie.
Et la dernière partie qui va être sur le process dans son ensemble manufacturier, sur les lignes de production, où là on va avoir des outils pareils MES, typés MOM, Manufacturing Operation Management, qui eux permettront d'avoir des calculs de taux de rendement, une gestion sur chacune des lignes de fabrication, mais en lien avec les équipements sur le dessous, que ce soit donc du contrôle, des analyseurs, moteurs, pompes. Et tout cet écosystème et cette infrastructure, quand on parle de continuité numérique, se fait notamment par la culture du changement, que ce soit en interne au niveau d'ABB, mais aussi en externe auprès de nos clients. Et ce challenge, je dirais, à double tranchant, se fait des deux côtés. On a des entreprises qui nous demandent de réduire, par exemple, de 30% leurs émissions de gaz à effet de serre avec les consommations énergétiques, d'où notre challenge de répondre aussi à ces besoins et d'apporter ce type de solution au travers des équipements qu'on fournit, mais aussi sur ces briques de logiciels embarqués pour faciliter l'aide à la décision par les opérations, mais aussi sur le top management dans cette culture du changement. Donc la continuité numérique passe beaucoup par là. L'industrie 4.0, bien évidemment, comme mes collègues, sur des outils logiciels dédiés. Et cette collecte fait donc sur la partie basse OT, que pour le coup on connaît bien chez ABB, mais aussi IT. Sur l'IT, on va collecter donc tout ce qui est ERP, CRM, différents types de logiciels d'entreprise aussi, donc ET, tel qu'un planning Excel de production qu'on va pouvoir merger en fait et corréler avec les données captées sur le site. Je vais vous montrer un cas d'exemple qu'on a pu réaliser chez un de nos clients avec différents POC, Proof of Concept, pour justement collecter cette donnée et la traiter. On peut voir que 20% au final des données sont collectées au niveau des industries, ce qui est assez faible. Et sur ces 20%, très peu au final ont été analysés, que ce soit justement sur la partie opération, engineering, technologie, où là pareil, même pour les opérateurs et le support au niveau infrastructure, la nécessité d'avoir ces outils logiciels d'aide à la décision pour câbler l'installation, la mettre en œuvre et avoir cette infrastructure prête avant de sortir des solutions digitales dans cette transition numérique. Et on a donc un outil qui s'appelle ABB Ability Genix, qui lui va permettre à la fois de collecter, effectuer ce traitement de la donnée, mais aussi de la mettre en corrélation pour faire du machine learning, du data lake, et donc d'analyser chacune de ces données pour en faire de la détection anormale de situation. Donc au travers de nos équipements, mais pas que, des équipements même tiers, concurrents, qu'on va réussir à collecter au travers de différents protocoles. Dans la continuité numérique, l'enjeu aussi de la cybersécurité, de d'abord bien mettre à jour ces systèmes et cette partie basse avant de collecter la donnée sur des logiciels. Donc, ça passe par l'identification, le repérage du réseau, mais aussi sur la partie des équipements. Et on va avoir donc à la fois le monitoring sur différents types d'industries, le temps réel qui va jouer justement sur des efficacités énergétiques. On va pouvoir donner des points de consigne en dehors du process, mais qui va avoir quand même son impact sur toute la partie automatisation des usines et process et qui va en découler. Après le temps réel vient forcément le prédictif, et c'est le prédictif qui va justement accompagner chacun de ces industriels à prendre de meilleures décisions, utiliser au mieux chacune des technologies. Le prédictif pouvant aider sur des outils de simulation. On va beaucoup faire du digital twin, de la gestion de simulation 3D pour voir ce qui va se passer au niveau de la production. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute une ligne de production, s'il y a un asset qui est modifié, comment est-ce que ça va opérer au niveau de l'usine. Et là-dessus, donc, on intervient sur chacun de ces ensembles, à la fois sur la partie équipement, mais aussi sur la partie IT. Donc, si je devais résumer sur cette continuité numérique et facteur clé de l'industrie, je la résumerai donc sur 3 grands piliers qui sont la gestion de la maintenance, la gestion de la production dans son ensemble, mais aussi la gestion énergétique qui devient au final un facteur clé. Et on voit que même en dehors des industries, on a de plus en plus de projets qui arrivent aussi au travers des municipalités avec l'immobilité et les bornes de recharge. Donc même en dehors de l'industrie, il y a quand même des domaines où on en arrive à avoir cette continuité numérique qui devient presque industrielle, parce que les principes restent le même, en tout cas en termes de collecte de données, beaucoup fait au travers du edge computing et de nos partenariats avec Microsoft. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Steve, Thibaut et Alexandre.
À ce niveau-là de la table ronde, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle sur tout ce qui est continuité numérique? Non? Alors moi j'ai des questions. J'animais une précédente table ronde où on discutait d'interopérabilité et d'interconnectivité des systèmes dans un projet avec un grand donneur d'ordre français dans le cosmétique qui parlait de son projet. Et on a abordé des problématiques métiers par rapport aux personnes qui travaillent dans les structures. Et cette personne de L'Oréal, pour ne pas la nommer, le facteur clé de succès de ce type de projet, c'était vraiment la satisfaction des hommes de terrain. Moi, j'avais une question sur cette continuité numérique. Vous nous avez montré un certain nombre de technologies extrêmement pointues où, voilà, très clairement, il y a ces technologies arrivent dans les structures pour aider, pour rendre plus efficace le processus. Mais voilà, dans votre environnement, comment sont vécues finalement par les êtres humains que nous sommes ces nouvelles technologies, et comment cette continuité numérique, voilà, on la faisait avant, l'ERP, c'était vraiment l'âge de pierre. Après, il y a eu l'IoT, voilà. Maintenant, on est sur de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle. Donc, je me rappelle, moi, travaillant à IBM, déjà, l'ERP, ça a été un gros crapaud à avaler pour plein de gens. Donc, comment vous ressentez ces problématiques métiers par rapport à l'émergence de ces technologies? Thibaut, vous avez montré ces quatre révolutions qui vous semblent être arrivées aujourd'hui un peu à maturité. Comment vous le vivez, ça? Alors, c'est un peu on développe des... Alors, c'est un peu aussi des mots la tarte à la crème, mais ça fait longtemps qu'on développe des approches autour du design thinking, où on repart... là aussi, en restant très humble, en allant sur le terrain, en faisant des immersions, en essayant de sortir de tous les leviers tradis de quali, quanti, interview à n'en plus finir. On regarde, on passe du temps avec les gens qui seront directement concernés par l'évolution de ces nouveaux services. On essaie de développer au maximum des logiques de co-construction, de transparence, parce qu'il y a des enjeux de confiance de ces opérateurs qui seront directement affectés par ces nouveaux services. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est une sorte de boîte noire qui leur dit de faire ça, ça ou ça. Il faut limite faut que pour eux, ça soit ces moments de projet, de conception et de production de nouveaux services, ça soit des moments où ils vont monter en compétences, ils vont peut-être réimaginer une autre manière de travailler et on va le faire ensemble. Voilà, c'est plutôt ça Et puis, voilà, donc on essaie à la fois d'être concentré sur l'utilisateur et l'humain, mais ça, bon, c'est quand même un bon vieux marronnier, tout en étant, quand même, en ce moment, on voit qu'il y a quand même tout en étant technocentrique, en fait. C'est-à-dire qu'on a aussi plein de techno, notamment grâce au cloud, qui permettent de faire, qui apportent énormément de potentialités. Et donc, on crée une sorte de nouveau design thinking où il y a un nouvel équilibre entre l'humain et la techno, mais voilà. D'autres remarques là-dessus? C'est intéressant d'avoir cette approche du design thinking parce qu'on l'utilise de plus en plus dans ce qu'on appelle les proof of concept, où justement dans un projet on va d'abord, nous on a cette partie terrain, donc c'est vrai qu'on adresse beaucoup des responsables de maintenance nativement du nos solutions, et on voit dans cette continuité numérique qu'on adresse de plus en plus de personnes, beaucoup la DSI, liée aussi aux infrastructures réseau, mais pas que, et cette continuité se fait aussi au travers du changement via de la RH et de l'humain. Donc toute cette approche, le fait de rajouter un robot dans une usine de production peut avoir un impact fort pour le coup au niveau des personnes de la maintenance, et c'est toute une gestion à prendre, j'ai envie de dire, sur ces logiciels, sur cette partie embarquée et sur des nouveaux métiers aussi qui vont de plus en plus émerger grâce aux analyses et grâce à cette partie un peu prédictive. Donc sans oublier la partie terrain, mais aussi en ayant un intérêt sur l'ensemble de différents services. Et sur cette donnée, bien sûr, utiliser à bon escient et filtrer celles qui sont essentielles en fonction des processus de chacun de nos clients. D'accord. Je n'ai pas de questions. J'avais une autre question en lien aussi avec la table ronde que j'ai animée.
J'ai posé la question benoîtement de savoir si, par rapport à ces problématiques d'interopérabilité et d'interconnectivité, il restait des choses à inventer. Si voilà, il y avait des projets dans les cartons pour améliorer un peu les choses, etc. Alors, c'était un projet voilà, dans une usine qui travaillait sur un réseau IO-Link avec des capteurs, avec voilà, des choses voilà, qui marchent très très bien. Et globalement, la réponse des interlocuteurs, c'était de dire ben non. En fait, ça marche vachement bien. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors, en effet, une personne a concédé que voilà, mettre un peu de machine learning, ça pouvait pas faire de mal, mais globalement, voilà, se sentait pas tellement très 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 à l'aise pour dire que c'était fiable, que voilà ça. Donc, la personne de L'Oréal a quand même dit que dans leur projet, ils allaient quand même beaucoup vers la prédiction. Que manifestement le contrôle de l'État à l'instant T, il savait faire. Après, passer à la prédiction, c'était un autre sujet. Donc moi, je vous répète un peu la question. Voilà, dans cette continuité numérique, si on va un petit peu dans toutes ces technologies, je crois que c'est Steve, vous avez parlé de... voilà, on arrive maintenant à connecter toutes ces technologies les unes avec les autres, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce qu'il y a un problème de normes? Est-ce qu'il y a un problème voilà, de format qu'il faut régler? Est-ce qu'il y a encore des innovations? Moi, je suis dans un pôle de compétitivité et mon métier, c'est l'innovation. Est-ce qu'il y a encore des innovations à trouver de ce côté-là? Côté interopérabilité, je trouve que justement les systèmes de plus en plus aujourd'hui s'ouvrent vers des systèmes open, vers des systèmes qui vont permettre de communiquer de différentes sources entre elles pour potentiellement les fusionner, les travailler, les analyser. Nous, effectivement, on va intervenir plutôt sur le terrain et effectivement, l'opérateur va se retrouver avec de l'information. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, opération qui a été qui permet de visualiser des données, mais on peut aussi avoir des informations qui vont lui permettre de réaliser des tâches, donc sur de l'assistance, sur de la maintenance, ce type d'opération. Et effectivement, on est tout à fait capable de se connecter à différents systèmes, que ce soit un ERP, à travers des interfaces API, à travers des chatbots qui vont interroger des bases de données. Tout ça, c'est possible. En tout cas, à travers la réalité mixte, on est capable de faire beaucoup de choses de ce type-là. Non, après, moi, non, j'ai pas trop de réponses. Je pense juste, c'est vrai que là, vous parlez cette histoire d'IA, peut-être qu'on ressort un peu de ce moment d'obsession de l'IA. J'ai un cas très concret, mais qui est un peu loin d'application industrielle. Là, on travaille pour une boîte qui s'appelle Sephora, voilà. On a travaillé sur leur chatbot, mais rien à voir, qui est sur Facebook Messenger, qui permet de... Donc on avait fait des trucs formidables il y a 3-4 ans avec du traitement du langage naturel. Le bot savait faire plein de trucs, répondre aussi bien à des questions sur les produits que des problèmes de service client. On avait des résultats assez intéressants. Et là, toute cette phase de Covid, ça nous a un petit peu on a viré toute la partie IA, NLP, parce qu'on s'est aperçu qu'on perdait beaucoup en efficacité, il y avait trop d'aléas. Et puis on était dans un moment, là, les derniers mois de crise sanitaire, on ne pouvait pas se permettre il fallait aller juste sur des trucs super efficaces. Donc le chatbot, alors ça fait... Tous les gens qui sont super technophiles, ils sont souvent très tristes. Le chatbot, c'est devenu un QCM, en fait, des questions avec des choix fermés. Et on a une interface pouce-bouton. On stream une FAQ, en fait, et il n'y a plus de NLP. Alors c'est très triste, mais par contre, c'est redoutablement efficace. C'est plus adapté à un usage mobile. On a enlevé toutes les fioritures à côté. On fait que des questions de service client parce que l'enjeu des derniers mois, c'était des services clients qui étaient complètement surchargés, avec des points de vente fermés. Il fallait répondre aux questions clés, et puis c'était tout. Voilà. Bon, je vous casse un peu le... Je me l'impression que sur ces sujets, on revient un peu dans des moments qui sont plutôt sains, où on se pose un peu. On a beaucoup fantasmé sur le computer vision en train de passer... il y a plein d'applications sur le computer vision dans le contrôle qualité, ça passe à l'échelle. Et c'est le moment où on va un peu consolider les choses, se connecter au réel, voilà, au bon vieux legacy. Et il faut que ça fonctionne, que les collaborateurs adhèrent. Voilà. Très bien. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce type de retour parce que ça donne un peu les tendances aussi du marché. Ça donne pour toutes les startups qui veulent arriver à un certain niveau sur des innovations, puisqu'aujourd'hui on est dans le domaine de la deep tech. C'est vrai qu'avoir un retour de dire le marché il attend quand même un petit peu plus d'efficacité, il attend un petit peu plus
déjà d'utiliser ce qu'on a à notre disposition et de bien l'utiliser, de faire en sorte que ça réponde aux besoins. Et je ne pense pas que le design thinking, par exemple, ça soit tant un marronnier que ça, parce que quand vous allez dans une assemblée et que vous dites qu'est-ce que c'est que le design thinking, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien voilà, cette façon d'être. Donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce retour-là. Et pour ABB, c'est pour un donneur d'ordre comme C'est un vous, enjeu majeur, hein, l'interopérabilité des systèmes. Pour nous, c'est des questions que beaucoup de nos industriels nous posent. Notre objectif, c'est pas de remplacer l'ensemble des équipements sur un site, mais bien de se connecter et de collecter la donnée sur chacun des systèmes. Donc on utilise pour le coup différents types de protocoles basés sur des technologies IT avec le edge computing. Vous me parlez de l'IO Link, c'est des protocoles aussi qu'on arrive à encrypter, encapsuler au niveau de la donnée. L'enjeu majeur étant la connectivité des équipements, la notion de cybersécurité bien sûr, qu'on prend beaucoup en compte parce que avant de faire justement cet accès à la donnée digitale sur des solutions logicielles, la partie terrain et infrastructure est vraiment importante. Donc c'est des enjeux majeurs pour nous et aussi dans la mise en place lorsqu'on va collecter cette donnée qu'il n'y ait pas d'interruption non plus au niveau du système de production et que ça se fasse d'une manière, je dirais, plutôt agile comme les logiciels au final où on voit une évolution qui va assez rapidement sur la donnée. Donc je dirais qu'on va vers la simplification de ces protocoles de plus en plus. Dans les innovations majeures, de ce que je vois, c'est ce qui va arriver, notamment via l'OPC, qui sont des protocoles, je dirais, simplifiés, en tout cas pour la remontée de données vers l'IT. Il en existe encore beaucoup d'autres que les industries, mais autres acteurs utilisent. Et justement, cette simplification des différents protocoles, mais aussi simplification du codage et d'une plateforme logicielle, parce qu'au final, nos clients doivent s'approprier cette plateforme et doivent vraiment prendre en main l'ensemble, que ce soit sur de la maintenance, production. Ce sont des enjeux majeurs et pour le coup, on aide les entreprises à simplifier ça et pas seulement ABB, mais au travers de différents partenariats qui seront présents pour le coup IT, cybersécurité, avec lesquels on va se baser. Très bien. Moi, j'ai une dernière question. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Vous en avez parlé à plusieurs reprises au niveau de la cybersécurité. On travaille avec les services de la région, avec l'ANSSI, avec la DGA. On est conventionné avec les DGA, pôle de compétitivité minalogique. Et il y a un grand sujet dans nos discussions qui est si on met de l'argent, est-ce qu'on met de l'argent dans le diagnostic ou est-ce qu'on met de l'argent dans des technologies curatives ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est là pour prévenir ou est-ce qu'on est là pour guérir ou est-ce qu'il faut faire les deux ? D'après votre avis, voilà, si demain, voilà, il y a un appel à projet régional pour mettre de l'argent, voilà, est-ce qu'il faut plus aller sur du diagnostic parce que c'est là où il y a le besoin parce que, comme on nous le dit, il y a quasiment très peu de boîtes qui sont au courant exactement de... Voilà. Ou est-ce qu'il faut mettre de l'argent sur finalement plutôt prévenir, quoi, c'est-à-dire mettre en place déjà des solutions pour que les attaques n'arrivent pas. J'ai envie de dire c'est sur un ensemble, hein, donc je répondrai les deux. On peut pas plus sur la partie, si tu veux vraiment faire un choix entre les deux, la partie diagnostic, parce que c'est elle qui va aider justement à faire de la maintenance préventive, curative pour le coup, et interagir au niveau des systèmes. Donc cette partie diagnostic, elle est essentielle avec ce premier benchmark à faire au final sur son installation, savoir ce qu'on a sur site, comment est-ce que ça réagit avec l'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure, et cette connexion entre les différents équipements. Donc ce premier step de diagnostic est important, mais le prédictif va aider dans la continuité sur la cyber-résilience à avoir l'ensemble entre le diagnostic jusqu'à la mise en place avec des outils logiciels pour le coup qui vont aider à protéger au mieux son système d'information. D'accord. David ? Non. Steve, une réponse ? Pas vraiment d'avis sur la question, mais je dirais les deux, mon capitaine. Très bien. En tout cas, on est capable, nous, d'accompagner l'opérateur de rang 1 à faire de la maintenance préventive, même s'il n'a pas été formé à ça. Et c'est tout l'intérêt de la réalité mixte, c'est justement de pouvoir superposer, encore une fois, de l'information, de le guider dans la réalisation de sa tâche. Après, est-ce que il y a un choix à faire? Ça, je ne suis pas pertinent pour répondre malheureusement. Très bien, merci. Mais écoutez, merci beaucoup. La synthèse que je ferai, c'est que globalement, ce que vous nous présentez, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions réellement pour faire parler tous ces systèmes, toutes ces technologies. Ce que je retiens également, c'est que
on a quand même à notre disposition aujourd'hui un certain nombre de technologies qu'il faut mettre en musique et qu'on n'a pas encore essoré toutes les possibilités de ces technologies. Donc avant d'en apporter d'autres, déjà faisons avec ce qu'on a. Et puis ce que j'ai retenu également, c'est que cet aspect en effet métier, cet aspect terrain est vraiment maintenant aussi une tendance lourde, c'est-à-dire voilà, vraiment partir de ce qui existe, partir de l'intelligence du terrain, pour faire en sorte que cette continuité numérique, elle parte aussi de cette intelligence humaine et qu'elle revienne à l'intelligence humaine. Et on n'est pas là pour la remplacer, mais on est là pour dans une vraie continuité. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien synthétisé tout ça, mais il me semble que c'est à peu près les messages que vous avez portés. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, puisque c'était la dernière table ronde du salon. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.